C'est parti. D'accord. Alors, bonsoir à toutes et tous. Ça continue d'arriver. Nous avons des personnes d'horizons bien différents, bien sûr du Rotary Club de Dinan, mais aussi de plusieurs Rotary Club et aussi de l'extérieur. Si je prends donc tous ces noms là qui apparaissent. Merci d'être présent ce soir pour cette conférence que va nous faire Claude Desbornes, que évidemment je commence par remercier de nous consacrer un peu de temps sur le sujet qu'il va nous exposer, qui est un sujet intéressant et sur lequel on devrait ressortir en principe un peu plus instruit. Alors, qui est Claude Desbordes pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Il y en a quand même quelques-uns qui ne doivent pas le connaître. D'abord, Claude Desbordes, sa vocation, c'est d'appliquer les solutions les plus efficientes pour générer de la performance durable. Claude, c'est un expert en management et en leadership. Il est l'un des spécialistes les plus reconnus en Europe et en matière de performance durable. Il est conférencier et formateur. Il a fait bénéficier de ses travaux quelques 50 000 managers à ce jour. Claude est l'auteur de nombreux articles et publications, dont Master Manager à la Express Édition. Et son prochain ouvrage, dont il pourra d'ailleurs nous parler, c'est L'homme qui murmurait à l'oreille des étoiles, ce qui doit rappeler quelque chose aux amateurs de chevaux. Il traitera des facteurs de réussite au sens large à destination du grand public. Claude fait partie du Rotary Club de Rennes. Il est vice-gouverneur 2020-2021 au district 1650. Il est aussi poste-gouverneur. Il a été gouverneur en 2017-2018 du district 1650. Il fait partie du comité interpays France-Russie et il fait aussi partie du comité interpays France-USA. Voilà ce que je peux dire de Claude. Je vais maintenant lui passer la parole parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire et il pourra compléter le cas échéant ma présentation. Merci Dominique. Alors évidemment, je suis ici avec une double casquette et vous comprendrez aisément que la casquette rotarienne est évidemment toujours présente, mais que quand Rotary Mag m'a approché pour cet article, ils m'ont dit surtout, il faut surtout pas parler du Rotary a priori parce que vu les conditions dans lesquelles nous opérons, nous ne devons pas dépasser un certain nombre de pages, de lignes, etc., pour bénéficier des conditions spéciales de la presse, c'est-à-dire TVA, acheminement, etc. Donc, on m'a demandé d'intervenir à titre professionnel. C'est la raison pour laquelle je me suis permis d'avoir cette présentation comme si je m'adressais à des clients. Je ne cherche pas de clients, hein, je vous le dis tout de suite. J'en ai suffisamment, mais c'est surtout parce que pour répondre donc à cette interrogation de Rotary Mag. En fait, le cahier des charges, c'était est-ce que il y a des règles à mettre en œuvre, à respecter pour faire en sorte que des clients et des collaborateurs s'intéressent à une entreprise. En deux mots, est-ce qu'il y a une manière de faire des aficionados, de faire des fans, comme des exemples bien connus, comme Apple, par exemple, qui a des milliers de fans dans le monde, des millions, ou Porsche, des marques comme ça, des entreprises de ce genre, qui ont trouvé la martingale pour attirer des talents dans leurs organisations, et puis aussi pour attirer des clients. Et quelqu'un qui est Apple, j'en connais, vous en connaissez certainement, vous ne le ferez jamais quitter Apple pour un PC. C'est quasi sûr. Il y a un attachement à la marque qui est extraordinaire. Alors, est-ce que ce côté magnétique a des raisons? D'où ça vient tout ça? Alors, bien sûr, le petit clin d'œil de Magnétique Entreprise, je vous le dis tout de suite, il ne vient pas de moi. Hein, il vient de Rotary Mag qui a trouvé le petit clin d'œil avec la chanson de Bachoun. Magnétique Entreprise, vous savez, la petite entreprise ne connaît pas la crise. Eh bien, l'entreprise magnétique ne connaît pas la crise non plus. Et nous allons voir pourquoi.
Alors, 5 questions préalables à toute intervention en tant que rotarien, évidemment. Hein, je mets toujours ces questions-là en avant parce qu'elles sont capitales pour nous. La vérité, les critères des 4 questions, la loyauté, l'amitié et puis la solidarité. Est-ce que ce que je vais faire ce soir a à voir avec ces critères des 4 questions? Il me semble que oui, parce que je vais dire des choses qui me semblent vraies. Je serai aussi loyal que possible et puis ça restera en toute amitié et dans la solidarité, c'est-à-dire que moi je suis gagnant, parce que solidarité c'est gagnant-gagnant, hein, ce n'est que ça en fait. Je suis gagnant parce que j'ai plaisir à échanger avec vous. Et vous, j'espère que vous serez gagnant parce que il y a peut-être une idée ou 2 idées qui vous intéresseront et vous enrichiront. Alors, le dernier point, c'est évidemment, est-ce que ça correspond à un axe stratégique? Et là, je prends ma casquette rotarienne et je me dis, effectivement, il y a tellement d'interventions qui sont hors sujet, absolument hors sujet, en matière d'axe stratégique. Je ne veux pas donner d'exemple qui pourrait vexer l'un ou l'autre, mais un club ou un autre, mais j'ai vu des interventions sur des sujets qui étaient vraiment extrêmement éloignés de ceux-ci. C'est-à-dire l'éducation de base, la santé de la mère et de l'enfant, la paix, évidemment, l'eau, l'hygiène, l'environnement, vous savez que c'est le nouvel axe, hein, et puis les maladies, les préventions et le traitement, et puis bien sûr le développement économique et local. Si on n'est pas dans ces axes-là, il ne faut pas faire l'intervention. Eh bien, moi, j'ai pensé, quand on m'a demandé si je voulais faire cette intervention, j'ai dit oui, je pense que je peux la faire parce qu'on est bien dans le développement économique et local. Parce que une entreprise, petite ou grande, qui appliquerait les principes que je vais vous montrer ce soir, pourrait très certainement développer son activité. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Le magnétisme des entreprises, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une irrésistible force d'attraction sur les collaborateurs et les clients. Représenté ici par un aimant, vous le voyez. J'avais proposé ça à Rotary Mag, mais apparemment, c'est une photo qui doit avoir des problématiques de droit ou je ne sais, qui n'a pas été utilisée par eux, mais je pense qu'elle est assez parlante. Elle est même extrêmement symbolique et cette irrésistible force d'attraction, la question est comment on la met en œuvre. Alors, les facteurs traditionnels d'attractivité, quels sont-ils? Réponse aux attentes. Ça paraît la base. Si vous vendez des chaussures et que vous ne répondez pas aux attentes des clients, alors besoin en termes de chaussures, vous ne risquez pas d'attirer grand monde. Si vous ne faites pas de qualité, aujourd'hui plus que jamais, vous ne risquez pas d'attirer grand monde. Et la qualité d'aujourd'hui, elle est une exigence absolue. C'est-à-dire que on était dans des qualités approximatives dans l'après-guerre. Hein, on faisait des choses avec des obsolescences programmées ou non qui étaient extrêmement faibles. C'est-à-dire, non, plutôt des obsolescences très, très importantes. C'est-à-dire qu'on se retrouvait au bout d'un an, 6 mois, avec des produits inutilisables. Et puis, aujourd'hui, la qualité, c'est tout simplement l'excellence. Et des références en excellence, on en trouve partout, dans tous les domaines, aussi bien sur une baguette de pain que sur une voiture, un avion ou n'importe quel service. La compétitivité. Évidemment, la compétitivité. Si on est plus cher que tout le monde, ça va peut-être être difficile, à qualité égale, de se battre. Et donc, on va avoir du mal à attirer des clients et bien entendu des collaborateurs qui n'ont pas envie de travailler pour une entreprise qui a des difficultés à vendre ses produits. Et puis l'image. L'image. Il y a des entreprises dont on est fier de porter l'image. Nous sommes fiers de porter l'image du Rotary. Je pense que l'insigne que nous portons, c'est aussi pour montrer cette fierté. Parce que l'entreprise, entre guillemets, Rotary, a une image qui n'est pas toujours la plus répandue ou la plus connue, tout ce qu'on veut, mais enfin, je crois que les gens s'accordent à dire que c'est une image de qualité.
Et on peut être fier de porter notre insigne. Eh bien, dans une entreprise, c'est pareil. On peut être fier de travailler pour une entreprise et pas pour une autre. Facteur traditionnel d'attractivité, c'est aussi les modes et les tendances lourdes. Quelqu'un aujourd'hui qui vendrait des produits qui ne tiendraient pas compte de l'écologie serait complètement à côté de la plaque. Évidemment que toutes les entreprises aujourd'hui doivent prendre ça en compte. Et ce n'est pas par hasard si le Rotary a mis comme 7e axe stratégique l'environnement. C'est évidemment parce que c'est important et essentiel, mais aussi parce que c'est une tendance lourde et une demande du moment. Eh bien, appliquons ça à n'importe quel produit, on va dire une voiture, pour parler d'un produit que tout le monde connaît. Eh bien, évidemment, si on ne tient pas compte de ces demandes, de ces tendances lourdes, de ces modes concernant l'hybride, l'électrique, tout ce qu'on veut, des voitures soi-disant non polluantes, je dis soi-disant, parce que vous le savez aussi bien que moi que ce n'est pas si simple, eh bien, en tout cas, si on ne suit pas du tout cette tendance, on aura du mal à attirer et des clients et des collaborateurs. Est-ce que ça suffit? Est-ce que le tour est joué pour autant? On répond aux attentes, à la qualité, on est impeccable au niveau compétitivité, image, et on suit les tendances. Est-ce que ça suffit? Eh bien, vous le devinez aisément, ça ne suffit pas. Ce n'est pas si simple. La vocation des entreprises est de répondre aux besoins. Ça, tout le monde le sait. Une entreprise, d'ailleurs, c'est une organisation qui n'a qu'une seule vocation, c'est de répondre à des besoins, et qui a une finalité, c'est de dégager des résultats. Alors, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est la réalité d'une entreprise. Il se trouve que ces résultats vont servir à créer de l'emploi, à rémunérer des actionnaires, des fournisseurs, etc., etc. Mais vraiment, une entreprise, c'est ça. Ça répond à des besoins et ça doit générer du cash. C'est ça, une entreprise. Et faute de l'avoir à l'esprit, beaucoup de chefs d'entreprise, quelquefois, se retrouvent confrontés à des soucis. Alors, répondre aux besoins, aux vrais besoins, parce que je peux créer des besoins, évidemment. Est-ce que ça va durer longtemps, cette affaire? Je ne le crois pas un instant. Je ne crois pas un seul instant que des gens qui créent des besoins artificiels seront sur le marché dans 10 ans ou dans 20 ans. Je crois qu'il y a des besoins qui sont absolument nécessaires et il y a des besoins artificiels qu'on est capable de créer par la publicité, entre autres. Et moi, je suis de ceux qui zappent totalement la publicité. Quand je suis dans ma voiture, j'écoute la radio. Si c'est une radio commerciale, je zappe la publicité, j'écoute autre chose pendant ce temps-là. Devant la télévision, j'en profite pour faire autre chose. Bref, et j'ai appris ça à mes petits-enfants et je pense qu'ils m'en sauront gré un jour. Parce que la publicité, en général, faut pas tout jeter évidemment, mais en général, fait l'éloge de produits dont on n'a absolument pas besoin. Et on sort de là, on croit qu'on a le désir d'acheter quelque chose, alors que ce n'est pas du tout un désir, c'est un besoin qui a été créé. Alors une fois qu'on a dit ça, comment fonctionne le magnétisme? Eh bien, j'ai parlé de désir, évidemment. Répondre aux besoins, c'est une chose, mais c'est répondre au désir qui est absolument essentiel. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Aristote l'a dit il y a fort longtemps, le désir est l'unique force motrice. Et si vous regardez tous les philosophes de la Terre, les penseurs qui ont travaillé sur cette question, tous sont d'accord sur le fait que c'est notre moteur principal. Et quand je dis moteur, évidemment, vous pensez tout de suite à quoi? À motivation. C'est-à-dire que dès que le désir est enclenché, le moteur est enclenché, la motivation est là et on passe à l'action. Le mot motivation est tout récent, hein. C'est un mot qui date de moins d'un siècle et autrefois on appelait ça le désir. Et donc je vais garder le mot désir parce que je pense qu'il est beaucoup plus large et plus puissant et avec toutes ses connotations évidemment, hein, dont les connotations négatives. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est quelle est la connotation positive que revêt le désir
et en tout cas en ce qui concerne le magnétisme d'une entreprise. Alors, certains utilisent la séduction. Séduire, c'est attirer en mettant en œuvre tous les moyens de plaire. C'est un choix. Personnellement, c'est un choix que je n'ai jamais eu parce que, ou peut-être l'ai-je eu, mais en tout cas, quand je m'en suis rendu compte, quand j'ai réalisé que ce n'était pas véritablement la bonne posture, j'ai quitté cette posture-là parce que les psychanalystes disent volontiers que séduire, c'est mentir. Et c'est vrai, c'est mettre en œuvre tous les moyens pour plaire. Et parmi ces moyens, il y en a qui ne sont pas nécessairement si loyaux que cela. Ils ne traduisent pas la vérité, ils ne traduisent pas la solidarité. C'est pas du gagnant-gagnant. Voilà, un vendeur qui va utiliser la séduction pour vendre son produit, je m'en méfie comme de la peste parce que quand on a un bon produit et quand on est un bon commercial, eh bien, on n'a pas besoin de séduire pour vendre. Alors, au-delà de la séduction, qu'y a-t-il? Déclencher attraction et fidélité exige de satisfaire un credo incontournable. Alors, vous savez que dans les affaires, il y a quelques credos comme ça qui sont incontournables. Les commerçants, les gens qui sont vraiment férus de commerce de détail vous diront volontiers, parce qu'ils l'ont expérimenté, qu'il y a 3 règles pour choisir un emplacement, enfin pour choisir un commerce dans une ville. La première règle, c'est l'emplacement, la deuxième, l'emplacement, la troisième, l'emplacement. Et je pense qu'ils ont raison. Et vous voyez, le succès de la brioche dorée du groupe Le Duf, c'est ça. C'est-à-dire que dès le début, il a travaillé sur le nombre de gens qui passaient dans tel endroit, etc., etc. Il a pris les emplacements les meilleurs dans toutes les villes de France, et puis on voit le résultat, bien sûr, aujourd'hui. Il y a un autre credo incontournable, c'est celui-ci. Un credo qui indique le cap. Ce n'est pas l'emplacement, c'est autre chose, de bien plus puissant encore. Un credo qui affiche clairement ce qui revêt le plus haut niveau d'importance pour tous les êtres humains. On monte très haut là. Hein. C'est Teilhard de Chardin qui disait tout ce qui monte converge. Et il avait raison, parce qu'effectivement, là, on monte très haut. Ce qui revêt le plus haut d'importance pour tous les êtres humains, c'est une seule chose, ce sont les valeurs. Il n'y a pas plus haut. Ce sont des étoiles. Et Dominique a eu la gentillesse de parler de mon prochain bouquin, L'homme qui murmurait à l'oreille des étoiles. Eh bien, les étoiles, ce ne sont pas des astres bien connus, mais ce sont ces métaphores des valeurs. Parce que c'est là que ça se passe. En fait, les gens sont capables de tout pour les valeurs, pour défendre leurs valeurs, pour les satisfaire. Ils sont capables de soulever des montagnes. Donc, le credo des entreprises magnétiques, c'est d'abord les valeurs, ensuite les valeurs, et enfin les valeurs. Alors, ça vous étonne peut-être, alors je vais m'en expliquer bien évidemment. Parce que ce ne sont pas n'importe quelles valeurs. Ce ne sont en tout cas pas les valeurs affichées. Parce que de ce point de vue-là, beaucoup d'entreprises sont champions du monde toutes catégories. Je me rappelle la publicité des rillettes Bordeaux Chanel. Ça vous dit quelque chose? Il y a quelques années, nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est à mourir de rire. Pour vendre des rillettes. Bon, ok, on n'a pas les mêmes valeurs, mais alors quelles sont vos valeurs, vous, entreprise X ou Y? Eh bien, les valeurs sont affichées dans l'entreprise. Vous allez sur leur site, il y a toute la liste des valeurs. Et ça, il n'y a aucun problème. Elles sont superbement affichées. La question n'est pas là. Parce que des gens qui affichent des valeurs, il y en a des quantités. Maintenant, moi, je voudrais savoir si ces valeurs-là sont vécues. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droit. Voilà un dessin de Pienne qui montre bien qu'il y a comme un petit problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui affichent des valeurs et qui, dans leurs actes, font exactement le contraire. Alors là, on frôle l'acrasie, hein, qui est une aptitude des êtres humains à faire exactement le contraire de ce qu'ils pensent juste. C'est une chose très particulière. Il y a des chefs d'entreprise qui sont atteints d'acrasie. Les grands discours sont magnifiques, et quand on les voit dans la réalité de l'entreprise au quotidien, il y a un vrai problème. Or, ils ont oublié sans doute une chose qui est fondamentale, qui est probablement la règle la plus élémentaire certainement, mais la plus puissante qui nous a été apprise par les apiculteurs, telle reine, telle ruche. Si vous avez un patron qui n'agit pas en conformité avec ses valeurs, il ne faut pas s'attendre à ce que ses collaborateurs le fassent. Les clients vont très vite s'en rendre compte et les clients vont fuir cette entreprise, en tout cas s'en éloigner. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de valeurs? On parle de valeurs vécues, vous l'avez bien compris, et non pas simplement de valeurs affichées. Et les valeurs vécues, en voici un exemple. C'est bien joli de parler d'égalité et puis de s'attacher à rester dans l'égalité, mais de ne pas se rendre compte qu'avec l'égalité, on a quelquefois des gens qui sont perdus et qui ne voient pas le match. En revanche, avec l'équité, là, on met tout le monde au même niveau pour être capable de voir le match. En l'occurrence, c'est d'ailleurs c'est du baseball, si je ne m'abuse. Alors, la fameuse devise anglaise, ici on a le droit de dire bretonne, hein, puisque nous sommes en Petite-Bretagne, walk your talk, est assez révélatrice de ce point de vue. C'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne vit pas ce qu'il pense, qui ne marche pas avec ce qu'il raconte, eh bien il est dans l'image de droite, c'est-à-dire il est complètement déconnecté, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est le cas de le dire, et du coup les gens ne sont pas très attirés par cette incohérence, par cette incongruence. Alors, que faut-il pour créer des aficionados? C'est un mot que j'ai déjà employé tout à l'heure. On va dire des fans, des gens qui véritablement sont extrêmement attirés et puis fidèles surtout. Parce qu'être attiré, c'est une chose, on peut l'être par la séduction, mais après, rester fidèle et continuer d'être attiré, ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est le propre des aficionados, c'est le propre des fans, des supporters, etc. Eh bien, la toute première chose, c'est la capacité de l'entreprise à être en résonance avec sa cible, ses clients, ses collaborateurs, en matière de lien, évidemment. C'est-à-dire que la bientraitance, on parle aujourd'hui de bienveillance, la manière de reconnaître les gens, les clients, les collaborateurs, je les mets tous les deux dans le même panier, hein, vous avez remarqué, parce que ça, c'est capital, d'être capable de traiter correctement les gens, d'avoir un respect profond pour le lien. Je vais vous donner un petit exemple scientifique qui a été étudié au début du XXe siècle près de Chicago, que j'ai cité dans l'article d'ailleurs, une entreprise qui s'appelle Western Electric, oui, voilà, et qui travaille dans du matériel électrique. Et il y a Monsieur Mayo, qui est professeur à Harvard, qui veut savoir pourquoi la productivité n'est pas au rendez-vous. Il fait une étude et il constate une chose, c'est qu'en fait, la productivité n'est pas au rendez-vous, non pas parce qu'il n'y a pas de matériel, non pas parce qu'il n'y a pas de moyens techniques, non pas parce qu'on n'a pas de siège ergonomique ou de système ergonomique pour les ouvrières et les ouvriers qui y travaillent, mais tout simplement parce que la relation avec les collègues et les cadres et les agents de maîtrise n'est pas bonne. C'est tout.
Et il s'est rendu compte qu'il y a une corrélation extrêmement entre la qualité de la relation avec les collègues et les patrons, on va dire, et la productivité sur les lignes de production. Alors ça, c'est pour l'entreprise, mais dans la vie en général, vous le savez fort bien, on n'a pas très envie de revoir des gens qui nous ont maltraités. Eh bien, c'est exactement la même chose. Une entreprise, on y sera fidèle si on a été bien reçu, si on a été, voilà, si de temps en temps l'entreprise s'est montrée sympathique à notre endroit. Moi, j'ai par exemple en souvenir un hôtel en Autriche où je suis allé il y a quoi, avec Mireille, on est allé il y a une quinzaine d'années. Voilà des gens qui sont restés en contact avec nous alors qu'on a fait un séjour d'une semaine. L'endroit était extraordinaire sur le plan de la qualité, donc on s'en est souvenu parce que c'était vraiment de la qualité. Et on s'en est surtout souvenu parce que nous avons été traités comme des rois. Au Noël, le Noël qui a suivi, nous avons reçu une carte de vœux signée de la patronne, de la propriétaire des lieux, de manière absolument sympathique, écrite à la main, etc. Et on s'est dit, mais ils vont quand même pas faire ça pendant des années. Eh bien, si. Eh bien, voilà un endroit où nous avons prévu de retourner. On ne les a pas oubliés. Il y a une puissance du lien qui fait que nous sommes devenus des aficionados de cet hôtel. Mais attention, on ne devient pas aficionado simplement parce que les gens sont sympathiques ou respectueux ou bienveillants. Il faut aussi qu'il y ait une cohérence sur les valeurs, il faut aussi qu'il y ait de la congruence dans tout ça, et il faut que la qualité affichée soit au rendez-vous. En l'occurrence, par rapport à cet hôtel dont je vous parle, c'est au rendez-vous, nous l'avons testé, et je suis convaincu que quand on y retournera, ce sera encore au rendez-vous. Et très probablement, nous continuerons d'être des clients fidèles. Application des valeurs, pas simplement du pipeau, de l'affichage, mais de la réalité. Et vous allez voir que ça va nous servir si on est chef d'entreprise. Ça va nous servir, pourquoi? Parce que les témoignages ont bien plus d'impact que le déclaratif, pardon. Et chacun sait qu'un témoignage positif va toucher quelques personnes dans notre entourage. Un témoignage négatif va en toucher bien plus. Parce que dans les dîners en ville, eh bien, on a tendance à parler des problèmes que nous avons rencontrés ici ou là en matière d'expérience client ou d'expérience d'entreprise tout simplement si on est salarié. Et alors que des choses positives, on en parle un peu moins. Alors ça, c'est aussi peut-être parce qu'on est un peu français. Mais en tout cas, les témoignages ont un impact extrêmement important, beaucoup plus important que le déclaratif. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'article que vous relirez peut-être, ou que vous avez déjà lu, ou que vous lirez tout simplement, eh bien, vous allez trouver un exemple d'un repas. On est dans un restaurant et puis à côté, il y a des gens qui parlent de leur entreprise. Et ils en font vraiment un tableau extraordinaire ou un tableau catastrophique. Eh bien, selon ce que je vais entendre des gens qui parlent à côté de moi alors que je n'ai absolument aucun rapport avec cette entreprise, eh bien, selon ce que je vais entendre, je vais me faire une opinion de cette entreprise. Et si je rencontre quelqu'un qui cherche un poste ou qui cherche un produit qui a à voir avec cette entreprise, eh bien, je serai capable de dire, bah, tu sais, l'autre jour, j'étais dans un restaurant, il y avait des salariés de cette entreprise ou des clients qui en parlaient. Ils en parlaient avec des termes tellement élogieux que je te recommande vraiment de prendre contact avec elles. Une attention de tous les instants doit être portée au témoignage, particulièrement ceux qui sont véhiculés par le personnel, d'une façon formelle et informelle. Et quand on entend des bruits de couloir, on doit tout de suite intervenir. Et quand on a un cadre maltraitant, un agent de maîtrise maltraitant, il faut faire très attention parce que ça peut se répandre, vous savez, ça peut faire tache d'huile. Et ça va très vite. Et donc, on doit intervenir le plus vite possible pour arrêter le problème, si problème il y a. Et puis, il y a les témoignages véhiculés par les clients sur les réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux.
et la presse. Alors les réseaux sociaux, évidemment, il y a de tout. N'empêche que aujourd'hui, c'est incontournable. Et on voit bien que la presse écrite s'y est mise aussi, puisque aujourd'hui, quand vous êtes abonné à Ouest France, vous avez la possibilité d'avoir à la fois la version papier, à la fois la version électronique, et puis les modifications sont faites beaucoup plus vite en électronique, évidemment. Les compléments d'information peuvent être faits en live, ce qui n'est pas le cas dans le papier. Enfin bref, en tout cas, les réseaux sociaux, les Facebook, les LinkedIn et compagnie sont des instruments extraordinaires de communication aujourd'hui, peut-être même un peu trop puissants, puisque quelquefois ils dépassent même la puissance de certains États, etc. Et puis, il y a la puissance des rumeurs, la puissance des fake news qui nous touchent tous. Et vous savez fort bien qu'il faut être très, très, très vigilant sur les informations que l'on transfère à des amis, parce que si on ne prend pas la précaution de faire une double vérification, eh bien, ça peut poser un petit problème si jamais il s'avère que c'est une fake news. Alors, le magnétisme des entreprises. Si je résume, parce que j'aimerais qu'on ouvre la parole, parce que ce qui est important, c'est l'échange qu'on va pouvoir avoir juste après. Donc, je vais accélérer un petit peu. Le magnétisme de l'entreprise, c'est un credo, des valeurs, évidemment, ça vous l'avez bien compris. C'est une priorité, le personnel. Je hurle quand j'entends encore des gens dire dans les entreprises que le cœur de l'entreprise, c'est le client. C'est à hurler. Le client n'a jamais fait partie d'une entreprise. Le client est quelqu'un que l'on doit servir au mieux. C'est notre finalité. Mais c'est en aucun cas notre priorité, parce que la priorité, c'est le personnel. Si le personnel est bien traité, eh bien, il va bien traiter le client et au final, tout le monde sera gagnant. Mais si on maltraite le personnel et qu'on traite bien le client, à un moment donné, le système va lâcher. Donc, ne nous trompons pas de priorité. Il y a un ordre, un credo, les valeurs, une priorité, le personnel, et une finalité, le client, parce que le client doit être satisfait. Alors, ma question maintenant, vous m'avez demandé tout à l'heure si, en aparté, si on allait parler des clubs Rotary. Évidemment, on va parler des clubs Rotary. Pourquoi? Parce qu'un club Rotary, c'est une entreprise au sens large. Certes, c'est une entreprise humanitaire, voilà, bénévole et tout ce que l'on veut, une association, mais c'est une entreprise. Un credo, les valeurs. Les Rotariens ont des valeurs, les Rotariennes et les Rotariens ont des valeurs que je ne vais pas vous énumérer, vous les connaissez. Si vous êtes Rotarien de longue date ou même depuis peu, vous le savez. La priorité dans les clubs, ça doit être les membres. Et évidemment, c'est eux qui doivent être le mieux traités du monde. On doit s'intéresser à eux en permanence, savoir s'ils sont heureux d'être là, s'il y a un problème particulier, pourquoi ils n'ont pas participé à des réunions depuis 3 mois, est-ce qu'il y a un problème dans leur famille, est-ce qu'ils se sentent bien avec nous dans le club ou pas. Mais c'est fondamental. La priorité, c'est vraiment les membres. Et la finalité, évidemment, d'un club, ce sont les bénéficiaires. Ça, personne n'en doute. Quand nous faisons une action mondiale comme Polio Plus, évidemment que notre finalité, c'est d'éradiquer le monde de cette maladie horrible, c'est de faire en sorte que les bénéficiaires soient guéris, c'est évident. Mais si on maltraitait les membres, vous croyez qu'ils auraient envie d'aller vacciner un peu partout dans le monde, quelquefois au péril de leur vie? Et Dieu sait si nous avons quand même perdu des amis dans cette aventure fabuleuse qu'est Polio Plus. Eh bien non, je crois qu'ils ne le font que s'ils sont bien traités. Application au recrutement. Évidemment, si on veut avoir des nouveaux membres,
ils doivent être accueillis dans notre club comme étant des gens extrêmement importants. Ils doivent être bien traités. Et ils doivent surtout aussi se rendre compte que les gens qui sont là depuis 10 ans, 20 ans ou plus sont également bien traités. Qu'on ne traite pas bien que les nouveaux arrivants, comme dans certaines écoles ou dans certains magasins où quand vous êtes un vieux client, on ne vous regarde plus, ce qui est une erreur fondamentale. Eh bien, les anciens rotariens doivent être évidemment aussi bien traités que les nouveaux. Eh bien, avec ça, ça donne envie d'entrer dans un club Rotary parce qu'on sait que nous serons bien traités. Et moi, si je n'ai jamais entendu parler du Rotary, on m'invite un soir, je m'aperçois que l'ambiance est absolument chaleureuse et on voit les gens qui se respectent et qui ne sont pas toujours d'accord sur tout, mais c'est pas grave. On a le droit de ne pas être d'accord sur tout, mais en tout cas, on est capable d'échanger sur des tas de choses et de se respecter et voilà, et de faire des choses ensemble, main dans la main. Ça, c'est du magnétisme de club. Avec ça, on peut avoir des clubs magnétiques. De mettre en avant nos valeurs, de mettre en avant la qualité de traitement de nos membres et de mettre en avant ce que nous faisons pour les bénéficiaires du monde entier. Et je n'ai pas l'impression que l'on fasse les choses toujours dans cet ordre, parce que moi le premier, il fut un temps où je mettais en avant toujours les actions que nous faisions pour les autres, en expliquant que nous faisions des actions formidables partout dans le monde, etc. Oui, certes, mais pendant un temps, je n'étais pas suffisamment attaché à expliquer que le membre d'un club Rotary est un être précieux que nous traitons tel qu'il doit être traité, comme un être précieux. Et ces êtres précieux mis ensemble font des équipes, des équipages même extraordinaires qui permettent de faire des choses fabuleuses. Ce sont des gens finalement ordinaires, mais qui ensemble font des choses extraordinaires, mais qui n'ont pas envie de le faire, ils n'auraient pas envie de le faire s'ils étaient maltraités. Comme dans les entreprises d'ailleurs. Alors, 5 questions pour vérifier la congruence d'un club. Évidemment, la vérité. Est-ce que ce qu'on dit, c'est vrai? Parce qu'on peut très bien avoir tort et dire, bah écoutez, moi je vous ai dit un truc la semaine dernière, j'étais pas dans la vérité, je me suis trompé, c'est pas grave. Hein. C'est juste une idée que j'avais et puis elle n'était pas bonne. Et je vous ai dit quelque chose, je vous ai rapporté une fake news. Bon, ça peut arriver, mais le fait de le dire, ça y est, c'est réglé. La loyauté, c'est ça aussi, c'est de dire, voilà, on est là pour être loyal les uns envers les autres. Amitié, évidemment. Alors, certains parlent de camaraderie. On peut parler de camaraderie. On n'est pas obligé d'être amis avec tout le monde, mais en tout cas, nous sommes des camarades. Hein. Paul Harris Fellow, c'est bien des camarades de Paul Harris avant d'être des amis. Et puis, souvent, on devient amis, évidemment. Et puis, la solidarité, c'est le gagnant-gagnant. Est-ce que tout ce que nous faisons dans ce club, ça fait gagner tout le monde? Ou est-ce qu'il y en a qui restent sur le bord de la route? Parce qu'on les laisse en dehors des opérations, ils font partie d'aucune commission. D'ailleurs, au début d'année, on leur a même pas demandé à quoi ils voulaient participer. On les a laissés au bord de la route parce qu'ils ouais, sont trop âgés, on les voit plus, ou ils n'ont pas manifesté un intérêt majeur, etc. Alors, on les a un peu largués. C'est de la maltraitance, mes amis, je suis désolé. C'est de la maltraitance. Si vous faites ça à un animal, l'animal va avoir des conséquences physiques. Vous le savez bien, les agriculteurs le savent, par exemple, dans les animaux d'élevage. Mais les gens qui s'occupent d'équitation le savent, évidemment. Eh bien, les êtres humains, c'est pareil. Nous sommes des animaux évolués, tout simplement. Est-ce que ce que nous faisons dans ce club, ça concerne les axes stratégiques ou est-ce qu'on passe son temps à faire des actions du style allez, je vais vous donner un petit exemple comme ça au hasard que j'ai eu l'occasion de voir pas très loin de chez moi, une action qui consistait à refaire une petite église fort sympathique dans le coin. Expliquez-moi où refaire une petite église sympathique à avoir avec nos axes stratégiques. La petite église, elle est forcément sympathique, mais nous ne sommes pas une association religieuse, nous ne sommes pas une association culturelle, nous sommes le Rotary.
Donc, si on veut être congruent et faire en sorte que les gens ne quittent pas le bateau, il faut leur dire, voilà, la congruence, nous l'affichons. Nous avons des axes stratégiques, nous en avons 7 à partir du 1er juillet, officiellement. Eh bien, nous appliquons purement et simplement la règle rotarienne qui consiste à n'agir que sur des axes stratégiques définis par le Rotary. Je peux vous dire que quand on fait ça déjà, on a une bonne idée de la congruence du club. Et il ne faut peut-être pas s'étonner qu'on ait du mal dans certains clubs à recruter. Parce que si un tel est invité un jour et qu'il s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait bien traités comme les autres, ou qu'il y a des clans dans le club, il y a des copains, il y a une bande de copains, puis on voit bien qu'il y en a d'autres qui sont un peu laissés de côté, ou alors que le club passe son temps à faire des actions qui n'ont strictement rien à voir avec les axes stratégiques. Ou alors, quand on voit toutes les conférences de l'année, il y en a les 3/4 qui sont sur des sujets absolument hors Rotary. Ben, vous savez, un nouvel arrivant, il va se dire, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? C'est incohérent, incongruent. Hein, j'ai acheté un produit, on m'a fait une promesse et la livraison n'est pas conforme à la promesse. Alors là, allez parler après de magnétisme, évidemment, ça ne marche pas. Alors on a pu séduire, mais vous savez, on s'est tous laissé séduire un soir, parce que ce soir-là, elle était tellement belle, il était tellement beau. Et puis le lendemain matin, on a eu la révélation. Et là, on a eu la vraie livraison. On n'a pas eu que la promesse, on a eu la livraison. Et on n'a pas vraiment eu envie d'y revenir. Vous vous rappelez certainement des situations comme ça. En tout cas, moi, j'en ai connu. Et évidemment, ça concerne pratiquement tout le monde. Eh bien, toute organisation est confrontée à cette problématique-là, y compris nos clubs. Alors, avec des valeurs, vous allez rire, je ne peux même pas lire la première ligne. Je ne sais pas ce qui est écrit. J'ai un problème dans… Hop, voilà. Voilà, ça y est. Ah, j'ai perdu mon truc. Vous avez l'écran partagé ou vous ne le voyez plus, non? On n'a plus l'écran partagé. Vous l'avez perdu? Voilà, vous l'avez là? Voilà. Il arrive. Avec des valeurs vraiment vécues. Ça y est, vous voyez le slide? Avec l'intérêt commun en ligne de mire, intérêt commun, solidarité, le magnétisme de toute organisation, je dis bien de toute organisation, contribue à lui créer un avenir radieux. Un avenir radieux. Le magnétisme, ce n'est pas de la séduction. Le magnétisme, c'est une attirance absolument irrésistible pour quelque chose d'incontournable. Et là, on est dans le désir, au sens de Saint-Augustin, si vous allez revoir vos classiques, on est dans ces diverses libidos qui portent les êtres humains et que rappelait à sa manière Aristote, le désir est l'unique force motrice. Eh bien, quand on est capable de stimuler le désir des clients et des collaborateurs, on n'a pas de problème de développement de chiffre d'affaires, on n'a pas de problème de recrutement. Dans un club, c'est pareil, on n'a pas de problème majeur, on a toujours des petits problèmes à régler, évidemment, mais pas de problème majeur. Et en tout cas, hop, je ne peux plus avancer, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que, voilà. Oui, on a en tout cas une organisation qui est magnétique, hein, pour terminer, et qui ne connaît pas la crise, pour reprendre cette fameuse chanson de Bachoum. Le Rotary va chercher des références, hein, dans la variété rock française. Je ne l'aurais pas trouvé tout seul, hein, je vous le dis tout de suite, mais je trouve que c'est assez sympa, un clin d'œil assez sympathique. En plus, un grand artiste. Alors, merci de votre attention en tout cas à tous. Et puis, là, nous avons quelques minutes, on va dire un quart d'heure, 20 minutes pour échanger. Et je serai bien sûr ravi d'échanger avec vous sur cette présentation sur le magnétisme des organisations. Merci, un très très grand merci, Claude. Tu as cité Saint-Augustin.
il disait aussi, il disait que celui qui renonce à être meilleur cesse déjà d'être bon. Et je pense que ce soir, tu nous as encore appris quelque chose à beaucoup, hein, je suppose beaucoup d'entre nous. Et même au-delà d'apprendre, tu as sans doute inculqué un esprit et une culture. Écoute, je vais poser la première question euh, qui va être un peu terre à terre. Dans le début de ton intervention, tu as parlé que les entreprises étaient là pour répondre aux besoins et on a quand même le sentiment que de temps en temps, même assez souvent, l'entreprise crée le besoin. Et est-ce que tu ne penses pas que finalement, quand une entreprise crée le besoin, elle crée aussi les problèmes qui peuvent aller avec? Euh, alors, c'est des besoins qu'elle crée en fonction sans doute de ses valeurs pratiquées ou affichées, c'est à voir, avec une finalité qui est très certainement le client, mais tout ce que l'on crée était-il bon à créer et finalement, est-ce qu'on n'a pas une trop grande liberté de création aujourd'hui et qu'on ne rencontre pas les problèmes allez, de demain, notamment en termes environnementaux? Alors, on va prendre une référence sur les 75 dernières années. Je crois que personne parmi nous ne peut affirmer que nous n'avons pas acheté des quantités de choses absolument inutiles, séduits que nous avons été par telle ou telle publicité ou telle promotion à un moment ou à un autre, évidemment. Alors je crois que le consommateur devient de plus en plus adulte. Eh bien, les entreprises doivent y réfléchir parce que les consommateurs adultes n'accepteront plus, ou en tout cas accepteront de moins en moins d'être manipulés par des gens qui veulent leur faire croire qu'on a besoin de choses qui sont parfaitement inutiles, qui sont juste destinées à encombrer les placards, les tiroirs, à créer des problématiques environnementales, parce que très souvent, 80% de ces produits-là viennent de pays, comme vous le savez, qui sont très éloignés. Et finalement, ce sont des faux besoins qui, au final, nuisent à l'homme. Moi, je pense que la réponse à un besoin doit profiter au client. On doit être deux gagnants. Solidarité. Une entreprise puissante, une entreprise qui a de l'avenir, une entreprise pérenne, c'est une entreprise qui est dans la solidarité. Gagnant, gagnant. Je fais un produit qui vous conviendra, qui est de qualité, qui va durer. L'obsolescence programmée, il y a bien longtemps qu'on l'a oublié. Moi, je vais vous donner deux exemples que j'ai en tête là. J'ai une lime à ongles très chère, très très chère. Il y a 50 ans, eh bien, vous ne me croirez peut-être pas, je l'ai encore. Pendant ce temps-là, combien de limes à ongles ont été achetées par les Français, et puis pas que les Français, dans le monde? Un gaspillage absolument fou. Mais c'est un exemple. Un autre exemple, Mireille, mon épouse, vient de remplacer sa presse à repasser. Je ne citerai pas de marque parce qu'on n'est pas là pour ça. Elle avait 47 ans. 47 ans. Eh bien, je pense que ces gens-là ont eu la notoriété qu'ils ont eue à l'époque parce qu'ils étaient dans véritablement la perspective d'aujourd'hui. C'est-à-dire faire des produits de qualité qui durent, etc., qui ne vont pas poser de problème, en particulier en matière environnementale. Je vais vous donner juste un exemple, l'histoire des voitures électriques, l'histoire des diesels et tout ça. Entre nous, c'est à mourir de rire. Parce que une voiture à essence que vous changez tous les ans, comparée à une voiture diesel de puissance comparable que vous changez tous les 8 ans, celle qui a le moins d'empreinte écologique, c'est évidemment la voiture diesel. Mais de très très loin. Le calcul est facile à faire. Eh bien, toutes ces choses-là, on pouvait nous rouler dans la farine dans le temps. Aujourd'hui, de moins en moins. Donc, il y a toujours des gens qui croient au Père Noël et qui croient aux fake news, mais il y a de plus en plus de gens adultes, responsables, qui réfléchissent
et qui oblige l'entreprise à être à niveau. Et donc, pour répondre à ta question, Dominique, les besoins, évidemment, l'entreprise doit y répondre, mais les vrais besoins, pas les besoins factices, pas les besoins créés de toutes pièces, pas les besoins qui n'existent pas les besoins artificiels, mais des besoins réels. Et si tel avait été le cas depuis 75 ans, le nombre de pathologies immunitaires dans le monde n'aurait pas été au niveau auquel il est aujourd'hui. Tout le monde sait, alors ça m'amuse toujours, il y a des médecins dans la salle, donc ils pourront me le dire, hein, mais c'est une question que l'on pose souvent aux gens, est-ce que vous avez eu des antécédents dans votre famille, etc. Bon, tout le monde sait aujourd'hui que la principale cause de beaucoup de pathologies de ce genre sont liées à l'environnement. L'environnement, c'est une surconsommation. La surconsommation, c'est une réponse à des besoins inutiles, à des besoins factices ou artificiels. Et on se retrouve donc 75 ans plus tard à faire le bilan de quelque chose qui n'était pas correct à l'époque. Et je me réjouis de voir que les jeunes aujourd'hui prennent ça à bras le corps. Et je pense qu'une entreprise qui a de l'avenir aujourd'hui est une entreprise qui va attirer les clients et les collaborateurs parce qu'elle aura cette éthique du respect de la vie et du respect de la pérennité de l'espèce. Parce qu'au cas où certains l'auraient oublié, ce n'est pas la Terre qui est en danger aujourd'hui, c'est l'espèce humaine. La Terre, elle s'en remettra de nos bêtises. Eh oui. Mais l'espèce humaine, elle est en danger. Eh bien, je prétends, j'affirme que la surconsommation et toutes ces techniques marketing qui datent de l'après-guerre, qui nous ont fait consommer des tas de choses inutiles et ou pathogènes, sont à l'origine de cette situation. Voilà, donc excusez-moi d'être un peu militant ce soir, mais j'ai beaucoup travaillé sur ces questions depuis une vingtaine d'années et j'accompagne aujourd'hui des entreprises qui vont dans ce sens et je refuse de travailler avec des entreprises qui ne vont pas dans ce sens. Parce qu'à un moment donné, il faut que la congruence soit aussi de notre côté. Et cela t'honore. Je demande donc aux personnes qui t'écoutent d'ouvrir leur micro et de poser des questions. N'hésitez pas, nous avons un conférencier de qualité qui va vous apporter les réponses à vos préoccupations, parce qu'on en a finalement. Il y a quelques questions posées par écrit. Hein. Alors, Afif nous dit… J'en profite pour boire un coup. Oui, bien. Merci Claude. Alors, Afif Daher nous dit merci Claude pour cette belle conférence et pour ce regard global sur la mission de l'entreprise. Je lève mon verre à votre santé. Ouais. Est-ce que la loi Pacte entreprise et mission pourrait aider à aller dans la direction que tu as mise en exergue? Excuse-moi, je n'ai pas compris la question. Alors, la question d'Afif, c'est est-ce que la loi Pacte entreprise à mission pourrait aider à aller dans la direction que tu as mise en exergue? Bien sûr, bien sûr. Toutes ces initiatives-là vont dans le bon sens. Par exemple aussi, on peut parler de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Ça va dans le bon sens parce que ce sont des préoccupations qui prennent en compte l'essentiel. Vous savez, c'est connu, mais je vais le redire parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Quand on se retrouve face à une situation, il y a une grille de lecture qui est extrêmement simple et d'une puissance, une efficience extraordinaire. Posez-vous toujours la question, est-ce que c'est essentiel, important, accessoire ou superflu? Est-ce que c'est essentiel, important, accessoire ou superflu? Eh bien, vous allez vous rendre compte que très souvent, vous perdez votre temps à vous occuper de choses complètement accessoires ou superflues. Et pendant ce temps-là, les choses essentielles, vous n'avez pas le temps de vous en occuper. Vrai ou faux? Eh bien, dans les entreprises, en se posant ces questions-là, on est dans l'essentiel. On est dans l'essentiel. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est de faire en sorte que l'être humain sorte en bon état
de sa carrière dans cette entreprise, que les gens que nous servons eh bien, soient en meilleur état après avoir utilisé nos produits ou nos services, etc. C'est toutes ces questions-là qui font qu'on est là dans l'éthique rotarienne à fond, on est en plein là-dedans, et toutes les lois, tous les décrets, toutes les initiatives qui vont dans ce sens, je crois qu'il faut les applaudir. Et oui, c'est tout à fait vrai. Annick Accard revient sur l'affaire Danone. L'affaire Danone, tu te souviens, elle n'est pas si vieille que ça, elle est récente. C'est le PDG qui s'est fait débarquer alors qu'il prônait une politique environnementale et sociale dont tu as fait l'éloge ce soir, à mon sens, et je pense au sens de quelques personnes ici aussi. Et pourtant, il s'est fait débarquer par ses actionnaires. Alors, qu'est-ce qui a pu bugger et pourquoi est-ce que finalement Danone n'a pas pris, enfin, à notre sens, bien sûr, sans doute qu'à Euler, ils ont pris la bonne décision, mais à notre sens, pourquoi n'ont-ils pas pris la bonne décision? Et qu'est-ce qui est fait que c'est les actionnaires, ce sont les actionnaires qui ont gagné, qui finalement ont eu gain de cause, quoi. Alors, je vais vous dire ce que j'en sais. Emmanuel Faber est un homme remarquable, tout le monde s'accorde à le dire. Ses idées sont tout à fait recevables, c'est quelqu'un de grande qualité. Il a d'ailleurs été rennais à un moment, je ne sais pas si vous le savez, mais il a dirigé le groupe Le Gris Industrie pendant quelques temps. C'est quelqu'un de grande qualité. Il s'est heurté à quoi? Il s'est heurté à une dérive du système américain. Parce que c'est ça, en fait, mais il n'est pas le seul. Hein. Moi, je l'ai vécu avec un de mes clients qui s'appelle Lucent, qui a été absorbé aujourd'hui, comme vous le savez, par Alcatel. Alors, ils disent que c'est eux qui les ont absorbés. Enfin bon, bref, ils ont été absorbés par Alcatel, clairement. Et bien, pour la même raison. En fait, aux États-Unis, les fonds de pension sont prépondérants, puisque les fonds de pension, enfin, tout le monde dépend des fonds de pension américains. Et les fonds de pension ont une règle. Ils investissent dans des tas d'entreprises, mais les dites entreprises doivent cracher du résultat, mais pas n'importe lequel. Minimum 15%. Si vous n'avez pas 15%, vous n'êtes pas dans les clous, eh bien, ils font tout, ils mettent de la pression sur les dirigeants pour que les 15% sortent. C'est ce que je connais, hein. Je ne dis pas que je sais tout, hein. En tout cas, c'est la vision que j'en ai. Eh bien, Emmanuel Faber de Danone a été victime de cette politique à l'américaine où les fonds l'ont squeezé parce qu'à un moment donné, eh bien, quand on veut avoir une entreprise solidaire, au sens où les gens sont gagnants, le personnel, les clients, les actionnaires, mais peut-être qu'on gagne un peu moins, mais en tout cas, on est une entreprise plus respectable, eh bien ça ne marche pas pour des fonds de pension, des fonds en général, qui tueraient père et mère pour obtenir leurs résultats. Eh bien, il en a été victime, je le regrette, parce que personnellement, je ne l'aurais pas sorti du groupe Danone. Si j'avais été actionnaire, je n'aurais pas voté pour sa sortie. Mais c'est mon point de vue, et comme dit l'autre, je le partage. Je ne connais peut-être pas tout, parce qu'il faut toujours être prudent dans ces histoires-là. Vous savez, on vous dit ce qu'on veut bien vous dire. Mais en tout cas, c'est ma lecture, parce que je l'ai vu ailleurs. Je l'ai vu dans beaucoup d'entreprises, y compris des entreprises clientes, qui ont été maltraitées par ces fonds qui ne voient qu'une seule chose. Ils s'en fichent pas mal du personnel, des clients de l'entreprise. Ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est leur résultat à eux, le résultat qu'ils imposent. Et ça, c'est pas sain. Et c'est sûr que ce genre de choses ne peut pas perdurer parce que ce n'est pas ça qui va amener, c'est pas ça dont on a besoin pour l'avenir du monde. L'avenir du monde, c'est la solidarité. L'actionnaire doit gagner de l'argent. Une entreprise doit gagner de l'argent. C'est évident. C'est son rôle. C'est sa vocation. C'est une cash machine. Je n'en disconviens pas. Mais de là à gagner tout le temps plus, il y a un moment donné où il faut dire stop. Non. Il faut aussi penser au personnel, il faut aussi penser aux clients, aux fournisseurs, à tout le monde. L'agriculture a été maltraitée depuis des années. Alors aujourd'hui, on s'en rend compte depuis un an parce qu'on se dit, oui, si on n'avait pas les agriculteurs, on n'aurait même pas pu manger dans notre confinement, etc. Ben oui, mais ça fait des années qu'ils sont maltraités, que la seule chose qui compte, c'est le prix. Eh bien là, maintenant, on découvre les vertus de l'agriculture française
et on est capable aujourd'hui de dire stop, on est prêt à payer plus cher pour manger mieux, pour être moins malade au final, et pour faire en sorte que ces gens-là gagnent davantage que 1 000 € par mois pour travailler jour et nuit, comme certains. Et voilà, donc on voit bien que ces problématiques-là touchent beaucoup de sujets. Et oui. Et clairement, oui, oui, oui et oui, un homme comme Emmanuel Faber, il fallait qu'il reste à la tête de Danone. D'ailleurs, il a fait un job magnifique jusqu'à ce qu'on le maltraite. Et oui, oui, c'est vrai. S'il te plaît, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce qu'on vit actuellement avec l'écologie qui monte en puissance et qui devient un peu une dictature et qui met un peu les bâtons dans les roues pour l'installation de certaines entreprises qui pourraient créer des emplois et permettre à certaines familles aussi de vivre. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ça? Alors, c'est pas le rotarien qui va parler, vous comprenez bien, je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là, c'est le consultant qui va parler et le citoyen. Ma conviction profonde, c'est que tous les partis politiques ont loupé le coche sur un point, c'est que l'écologie devait faire partie, l'environnement devait faire partie de leur programme, tout comme le Rotary a mis le 7e axe stratégique, l'environnement, dans son programme. Eh bien, tous les partis politiques auraient dû, depuis des années, mettre l'écologie dans leur programme parce que c'est vital, c'est fondamental. Et alors, on s'étonne qu'il y ait un parti qui est émergé sur cette problématique-là. Et on s'étonne aujourd'hui que, comme on ne leur a pas laissé la place dans le passé, eh bien, ils veuillent la prendre aujourd'hui et ils ont des gens pour les suivre. Bon, alors après, l'excès de zèle est toujours nuisible, parce que moi, je suis un écologiste depuis toujours, pas politique, un écologiste de fond, enfin, parce que je pense que c'est très important de soigner l'environnement, de soigner, voilà. Et Christine, je suis désolé, mais tu aurais peut-être moins de patients si on avait eu depuis 75 ans une politique où on avait intégré, on aurait intégré l'environnement dans les divers partis. Eh bien, le fait que vous ayez aujourd'hui des gens qui deviennent des dictateurs de l'écologie, moi personnellement, ça me gêne en tant que citoyen, parce que je me dis que ça n'aurait jamais dû avoir lieu si les partis, les autres, avaient pris leurs responsabilités. Mais bon, cela étant dit, c'est mon opinion. Et point. En tout cas, je ne prends pas le drapeau rotarien pour le dire. Je le dis à titre personnel et en tant que consultant et en tant que citoyen. Un commentaire de Jacques Perrault, très belle présentation. Vous avez évoqué que le plus important dans l'entreprise était les collaborateurs. Or, dans de nombreuses écoles de commerce, on évoque encore que c'est le client le plus important. Comment faire en sorte que cela change? Alors, je rappelle que le personnel est la priorité et le client n'était que la finalité. Hein, c'est ça, si j'ai bien retenu. Et oui. Mais alors là, je me suis battu depuis plusieurs années avec beaucoup d'écoles et beaucoup de structures sur cette question. Écoutez, franchement, le problème aujourd'hui, le problème principal, c'est de trouver les bonnes ressources en interne pour produire le meilleur produit ou service. C'est clair. Donc, on voit bien que c'est le personnel le plus important. Si ce n'était pas si important que ça, on embaucherait n'importe quel brel et on le mettrait à n'importe quel poste et puis on attendrait que ça se passe. Et le client, au final, ne serait pas satisfait. Et si on a besoin de gens compétents, c'est bien parce qu'on met le personnel d'abord. Et fort heureusement. Ceux qui font le contraire, ils se trompent. Et je veux bien en parler avec des gens qui affirment le contraire. Je suis prêt au débat. Mais je pense que ce n'est même pas défendable. C'est tellement peu défendable que je viens de vous le démontrer en 30 secondes que la première chose que l'on fait quand on monte une entreprise, c'est de recruter le meilleur personnel pour produire le meilleur produit ou service. Et donc, évidemment, ce n'est pas le client dont on doit s'occuper en priorité. Ça, c'est une chose. Mais ils disent autre chose.
Je peux vous faire une liste de choses fausses qu'ils disent dans les écoles. Ils disent une autre chose qui est absolument dramatique, c'est qu'ils défendent la compétition, parce que la compétition a permis des progrès. Et parce que la compétition a permis des progrès, on dit, ben oui, la compétition doit être applaudie. Alors, évidemment, on a été formaté comme ça à l'école, on a été le premier de la classe, le deuxième, on a pleuré parce qu'on a loupé le podium, on est quatrième, pas de chance, etc. On n'a pas eu le cadeau à Noël, on a été formaté comme ça. Mais ça, c'est dépassé, c'est un mode 20e siècle. Le 21e siècle, on ne peut plus se permettre de continuer la compétition. C'est un concept que l'on doit bannir à l'école, dans les entreprises. Évidemment, on n'a pas de compétiteurs, nous avons des partenaires avec qui on joue sur le même terrain. Regardez les arts martiaux, la belle leçon qu'ils nous donnent. Quand on a gagné, quand on fait des arts martiaux, on ne tue pas l'adversaire. Et qu'est-ce qu'on entend encore dans certaines écoles de commerce? Qu'il faut terrasser l'adversaire. C'est inimaginable et c'est inacceptable en termes d'éthique. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'avenir, c'est la coopération, l'intelligence collective, la solidarité, y compris entre concurrents, entre guillemets, parce qu'on a le droit d'être sur le même marché et il n'y a pas de problème, on ne va pas se tuer pour autant. On est dans une compétition saine, parce que ça existe, la compétition, il ne faut pas non plus se mettre des œillères, mais c'est une chose que l'on ne doit pas promouvoir, parce que mis entre les mains de gens malveillants, la compétition crée des drames. C'est tout. Et ce qu'a vécu Emmanuel Faber chez Danone avec les fonds américains, eh bien, c'est le fruit du système compétitif à l'anglo-saxonne qui fait quand même aux États-Unis un nombre de gens en dessous du seuil de pauvreté qui fait quand même peur pour la première puissance mondiale. Donc l'exemple, je ne vais pas aller le chercher là-bas. Et je pense qu'on a, nous, la possibilité de trouver des exemples proches de nous qui sont formidables, parce que fort heureusement, il y a des exemples extraordinaires dans les entreprises de qualité où on respecte le personnel, on respecte le client et on respecte les concurrents. Et oui, alors je partage complètement ça. Tu sais que j'ai travaillé longtemps chez Saint-Gobain et que j'ai trouvé que le changement dans cette entreprise allait dans ce sens. Et je ne sais pas s'ils ont été inspirés par Claude Desbordes, mais ils ont certainement été inspirés. J'ai un petit peu contribué, parce que j'ai formé 3500 cadres de Saint-Gobain. J'ai cru comprendre ça, c'est bien. Modestement. C'est une entreprise qui, pour moi, évolue bien, elle évolue dans ce sens. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'autour d'elle, il existe aussi des entreprises qui n'évoluent pas dans ce sens-là. Est-ce que tu penses que le système que tu as évoqué, et qui est surtout américain, effectivement, est un système condamné à terme, ou est-ce qu'il faut encore se battre pour qu'il soit condamné? Parce que c'est ça, en fait. Alors, je ne lis pas dans le mar de café, évidemment. Moi, je me bats pour que ces modèles disparaissent. Je suis très heureux d'en voir autour de moi qui disparaissent au profit d'entreprises fréquentables. Et il y en a fort heureusement beaucoup. Je peux vous donner des noms, mais y compris dans la région, des entreprises tout à fait fréquentables, des gens de qualité où on a envie de travailler, et voilà, où on est bien traité et on a envie de satisfaire le client, etc. Enfin, qui est dans cette démarche-là. Et ça existe. Donc, je reste extrêmement optimiste. Et pour tout vous dire, et on va peut-être terminer par là parce que je vois l'heure qui passe, je dis ça pour vous, parce que moi, j'ai toute la nuit devant moi, mais je crois que nous allons vivre à partir de 2023 une période, je ne suis pas le seul à le dire, une période de prospérité historique, probablement équivalente aux 30 Glorieuses. Ça ne durera peut-être pas 30 ans, ça ne durera peut-être que 10 ans. Ça ne sera peut-être pas au même niveau, ça sera peut-être bien supérieur ou un peu inférieur, mais en tout cas, nous allons vivre une période de prospérité extraordinaire. Eh bien, cette période de prospérité, nous allons la vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des remises en question majeures depuis un an dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de cerveaux individuels, le vôtre, le mien, tout le monde a réfléchi différemment. On a des remises en cause qui se sont faites et je suis convaincu que l'entreprise de demain
le consommateur de demain, l'étudiant de demain, l'enseignant de demain ne seront plus les mêmes. Alors bien sûr, on n'aura pas tout changé, mais on aura fait évoluer vers des gens plus humains, vers des approches plus humanistes, des intelligences du monde plus larges, beaucoup moins de sectarisme. Je n'en veux pour preuve qu'un seul exemple. Je parlais avec un raciste bontain l'autre jour, et on voit bien que l'éducation pose problème. Hein. Quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui n'a que 500 mots pour s'exprimer, comme on en voit dans certaines banlieues, malheureusement, c'est triste, alors qu'on a besoin de au moins 3000 mots pour pouvoir s'exprimer correctement. Donc, on voit bien qu'il y a des gens qui sont pas gâtés de ce point de vue-là. Hein. Mais ça y est, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais il y a une seconde là? C'est l'âge ou l'heure? De quoi je parlais juste avant? C'est peut-être l'heure. Tu étais J'ai perdu le fil. Ouais, alors finalement, moi aussi, parce que tu m'as passionné parce que tu étais en train de dire que nous allons vivre une période différente. Hein, période très faste dans les 10 années qui viennent. Oui, voilà. Cette période-là, en fait, va être extraordinaire, pas à cause, grâce aux prises de conscience des uns et des autres et du changement de perspective, du changement de paradigme. Alors, moi, j'en suis très heureux parce que, pour tout vous dire, je n'ai jamais été aussi enthousiaste de ma vie. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens déprimés, je le sais. Ma fille est psychologue, elle n'a jamais eu autant de travail. Oui, c'est vrai. Il y aura des entreprises qui vont disparaître, c'est vrai. Il y aura du dégât, c'est vrai. Ça ne va pas être simple, c'est sûr. Mais nous allons, si nous passons le cap, nous allons vers une période extraordinaire où le consommateur ne consommera plus bêtement, en tout cas moins bêtement. L'entreprise va mieux réfléchir pour faire des produits plus adaptés aux vrais besoins des gens et arrêter de nous faire des coups de violon pour essayer de nous vendre des produits dont on n'a pas besoin. Je crois que la remise en question de la publicité va se faire. On va être plus exigeant. On ne va pas simplement rigoler parce qu'il y a un bon spot de pub. On va se dire, mais où est-ce qu'il veut en venir? Qu'est-ce qu'il veut me vendre avec son truc? Parce que s'il me fait rigoler, c'est qu'il a un intérêt à me faire rigoler. Alors, je me marre, mais je ne serai pas pour autant client, etc. Et toutes ces choses-là, mises les unes à la suite des autres, je pense que ça va faire un très, très beau moment de prospérité qu'on espère tous à partir de 2023. Mais en attendant, on va, je pense encore… Donc, tu veux dire merci au Covid? Je ne le dirais pas comme ça, mais je le dirais d'une manière peut-être à la manière des Grecs ou des Chinois, en l'occurrence des Chinois et des Japonais, qui disent que quand il y a une crise, il y a toujours deux choses. Hein, vous le savez, ça s'écrit avec deux idéogrammes. Il y a l'idéogramme danger et puis il y a l'idéogramme opportunité. Eh bien, le danger, je crois qu'il est en train de se résorber. On espère tous, hein, avec la vaccination, etc. Je pense qu'on devrait y arriver. Et puis maintenant, l'opportunité qu'il y a, elle existe. Saisissons-la. Saisissons-la. Et on a tous notre rôle à jouer. Et le Rotary, plus que quiconque, parce que nous sommes des gens avec un réseau important, avec des intelligences croisées extraordinaires de toutes parts dans le monde. Allons-y, quoi. Allons-y. Recrutons, montons des actions, n'ayons plus peur, allons-y. Et on a tellement de choses à faire que je finirai peut-être par ça, par la parole de Sam Maori, vous savez, le président international qui nous a quittés, le président international ougandais, qui malheureusement nous a quittés lors d'une opération chirurgicale aux États-Unis, et qui disait la chose suivante: nous ne serons jamais assez nombreux au Rotary pour répondre aux besoins du monde. Et vous voyez qu'on termine encore sur des besoins. Voilà une note très, très, très positive. Et j'aurais ajouté, mais je ne suis pas Sam Maori, j'aurais ajouté au désir du monde. Très bien. Je pense que tu n'entends pas tous les applaudissements. Soyez heureux.
Je pense, Claude, que tu n'entends pas tous les applaudissements. Mais il y en a beaucoup. Il nous reste à te remercier. Merci. Pour tout ce que tu viens de nous apprendre ou peut-être même remettre à l'esprit. C'est un message très positif que tu nous délivres en cette fin de conférence et ta conférence l'a conduit en fait à devenir positif ce message. J'espère que tu auras raison parce que c'est vraiment un avenir qu'on aimerait bien partager avec toi et avec tout le monde. Vraiment. Merci à toutes, merci à tous. Je l'espère aussi. Oui, merci à toutes, merci à tous. Et Bien, merci à vous tous. Sur les écrans. Merci, Claude. Un grand merci, Claude. Toutes mes amitiés et bonne soirée à vous. Amitié. Au revoir, à bientôt. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Bonsoir. Bonsoir.